Aujourd'hui, je reçois Dr Florence Chanu, qui est médecin psychiatre, afin de parler de la dépression. On a démystifié la dépression, on a différencié dépression, déprime, épuisement professionnel, burn-out. On a parlé des traitements, évidemment, mais surtout, on a parlé qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir de cette souffrance. On a aussi parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas s'y rendre ou pour ne pas glisser dans la dépression profonde, puisqu'il y a différents niveaux de dépression. On a abordé les idées suicidaires, les idées noires, les idées suicidaires. On a aussi abordé un traitement qui est très, je dirais que les gens portent beaucoup de jugement et ont peur de ce traitement-là. Donc, on a démystifié ça avec Dr Chanu, l'électroconvulsiothérapie. Donc, peut-être que je ne l'ai pas dit comme il faut, j'ai toujours de la difficulté à le dire. Je vais l'écrire comme il faut dans la description. Donc, je vous encourage à écouter cet épisode, mais surtout, partagez-le. Partagez-le pour démystifier le tout, pour diminuer la stigmatisation, les jugements, mais surtout aider les gens qui souffrent en silence pour pouvoir mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Donc, bonne écoute et surtout partagez pour aider et inspirer les gens. Bonjour, Dr Florence Chanu, médecin psychiatre. C'est un honneur pour moi de vous recevoir, de te recevoir sur l'épisode du podcast. Merci beaucoup, Mélanie. C'est tellement gentil de m'avoir invitée. Écoute, c'est un grand plaisir pour moi aussi parce que, de un, ça me rappelle le temps qu'on a travaillé ensemble, la belle collaboration. Puis ça me fait vraiment plaisir si je peux contribuer aussi par des connaissances peut-être à démystifier un petit peu le sujet de la dépression. Je suis vraiment heureuse. Puis d'ailleurs, en te présentant Dr Florence Chanu, puis là, j'étais partie à vous voyez, ça me faisait un petit peu étrange parce que j'aimerais ça qu'on commence avant de parler de la dépression, de où que nous, on s'est connus, puis tu as été tellement inspirante dans mon parcours professionnel. Florence m'a tellement apporté beaucoup. En fait, c'est que nous, on a déjà travaillé ensemble. Puis là, je suis super heureuse de faire le podcast parce que pour moi aussi, c'est comme si on peut recollaborer ensemble le temps d'un podcast. Donc, c'était en fait au départ, lors de la création de l'unité de psychiatrie des toxicomanies au CHUM. C'est là qu'on s'est connus. L'équipe que tu avais débutée. Ben oui, c'est ça. Puis tu avais été très courageuse de te joindre à ce projet-là un peu fou et qui a été vraiment ça a été une collaboration qui m'a changé moi aussi, hein, évidemment là, ce travail-là de co-création et de travailler avec différentes personnes qui ont, hein, c'est tous des humains avec leurs besoins. Donc oui, ça a été une belle expérience. Vraiment, juste pour spécifier, en fait, pour les gens qui écoutent puis qui ont aucune idée de quelle unité qu'on parle, en fait, c'est la psychiatrie des toxicomanies. Elle existe encore. La clinique, c'est une expertise sur laquelle, pour les patients, on traite autant la santé mentale que la consommation de la toxicomanie. Donc, on les traite les deux au même niveau en comorbidité. Donc, ça a été vraiment une magnifique expérience. Et comme je disais, c'est là qu'on s'est connus au niveau professionnel, puis qu'on a continué notre relation à s'est poursuivi. Puis tu m'as tellement apporté, je me rappelle, entre autres, les entretiens motivationnels, que c'était toi qui m'avais formé. Et lorsqu'on faisait du coaching, c'était vraiment intéressant. C'est que de bons souvenirs de s'enregistrer durant les entretiens, puis de réécouter ça. C'était vraiment, ça me manque. En fait, pas seulement ça, tous les clients aussi, les patients qu'on voyait en collaboration avec toute l'équipe, là, c'était des beaux moments. Des beaux changements dans la vie des gens, en fait. Oui, puis je pense que c'est ça. Déjà, quand on s'intéresse à l'humain derrière chaque histoire, je pense que déjà là, on voit les choses des fois un peu différemment. Oui. Donc, c'est l'unité du CHUM, en fait. Je pense qu'on l'a pas mentionné, là. Oui, au CHUM, relié au CHUM, exactement. Donc,
Maintenant, on va aborder directement le sujet, le pourquoi tu es ici avec moi. Je suis tellement heureuse de, justement, avec ton expertise en tant que médecin psychiatre, de pouvoir démystifier au niveau de la dépression. On va élaborer sur le sujet. Il y a tellement à dire et tellement à déstigmatiser, justement. Il y a tellement de gens qui souffrent en silence de la dépression, entre autres. Il y a tellement encore, malheureusement, beaucoup de stigmatisation aujourd'hui. Puis, comme je dis toujours, souvent, les jugements, la stigmatisation vient du fait de, j'aime pas dire le manque de connaissances, mais c'est parce qu'on ne sait pas. Parce que lorsqu'on ne comprend pas, on a tendance, l'humain, à juger. Et malheureusement, ces jugements-là nuisent à la souffrance de la personne qui vit la dépression, mais les proches aussi, ça a des impacts à plusieurs niveaux. Donc, merci beaucoup de venir partager, tenter de partager de l'information à ce sujet qui fait souffrir encore tellement de gens au Québec, mais pas seulement au Québec, là, ailleurs aussi dans le monde. Si je pense à la France, ils ont les mêmes statistiques que nous de gens qui sont touchés par la dépression. Oui, tout à fait. Puis tu le dis bien, hein, ça affecte non seulement la personne, mais son entourage aussi. Hein. Et c'est malheureusement pas rare comme trouble. Hein. On parle dans la vie d'une personne, ça peut toucher une personne sur 6 à une personne sur 5 dans la population d'avoir une dépression, au moins une dépression dans sa vie. Donc c'est vraiment pas rare, mais pourtant on n'en entend pas assez parler, effectivement. Exact. J'ai envie de commencer par si on différencie dépression, déprime et épuisement professionnel ou, comme plusieurs vont dire, burn-out. En fait, déprime, c'est normal dans le sens que on peut tous vivre une journée ou deux qu'on se sent plus déprimé. Et j'ai envie de dire que la déprime peut faire partie d'un symptôme de la dépression. Absolument, c'est ça. Déprime, ça peut être un peu utilisé, c'est moins précis, hein. C'est un terme un peu à toutes les sauces. Évidemment, ça arrive à tout le monde. On a tous des moins bonnes journées, on a tous des moins bons moments. Ça fait partie de la vie. Mais c'est pas ça qu'on entend par dépression. La dépression, c'est vraiment, dans le fond, pour décrire la dépression, il faut parler de l'humeur. L'humeur, c'est l'état émotionnel stable de fond qu'on a. C'est pas juste l'émotion. J'ai de la joie parce qu'il vient de m'arriver quelque chose de bien, ou je suis plus anxieux. C'est un peu l'état de fond. On se lève comme ça, un peu l'arrière-plan émotionnel de nos journées, et qui vient teinter toutes nos perceptions de nous-mêmes, les perceptions de ce qui nous arrive, du monde autour de nous. C'est comme porter des lunettes là qui peuvent être quand on est déprimé, elles sont teintées de noir, c'est-à-dire que cette humeur-là qui est présente, qui est stable, elle est dominée par la tristesse, par le manque d'intérêt, le manque de plaisir, et ça va vraiment affecter profondément la qualité de vie des personnes là, qui en souffrent, et comme on l'a dit tantôt aussi, leur entourage. Oui. Alors, le degré de sévérité peut varier, mais une dépression qu'on va appeler majeure ou une dépression caractérisée, là, selon nos termes actuels, c'est quand même quelque chose qui dure au moins 2 semaines et qui va avoir un impact sur plusieurs sphères de la vie de la personne. Au travail, dans sa vie personnelle, sociale, ses loisirs. Et donc, ça engendre une souffrance, puis ça engendre aussi une diminution de son fonctionnement. Oui, et ça a des impacts aussi au niveau du sommeil. Le sommeil peut être perturbé, soit plus dormir ou moins dormir. Au niveau de l'appétit aussi, encore là, manger davantage ou moins manger. Au niveau de l'intérêt et le plaisir n'est pas là. C'est pour des choses qu'habituellement on a du plaisir. La concentration aussi va être moins là, ça va être plus difficile. Il y en a qui vont me dire, je fais des erreurs au travail pour des choses que normalement, ça fait des années, je fais la même technique ou le même procédé, puis là, tout d'un coup, je fais des erreurs. Les gens se reconnaissent pas non plus. Oui, tout à fait. Puis même, la concentration peut être tellement faible qu'en fait, les gens se plaignent de troubles de mémoire. Ils pensent qu'ils ont... ils se rappellent plus des choses, n'arrivent plus à mémoriser des choses. Ça vient aussi changer sa perception de soi. Hein? L'estime de soi est diminuée. On voit tout teinté de noir. Hein?
on a l'impression que ça ira jamais mieux, qu'il n'y a pas d'espoir, que on ne vaut rien, ça sert à rien d'essayer tel ou tel changement ou telle chose. Donc, on a cette vision négative qui peut même aller jusqu'à des idées de vouloir mourir. Hein? Mm-hmm. Alors, oui, les idées suicidaires. Les idées suicidaires. Et puis, c'est quand même pas banal. Hein? La dépression, dans ses formes plus graves, c'est une maladie potentiellement mortelle. Hein? Oui, puis je suis contente qu'on ouvre le sujet sur les idées suicidaires, Florence, parce que c'est très important. Et ça aussi, malheureusement, non seulement les tentatives de suicide, mais les suicides, il y en a, à mes yeux, juste une personne, ça serait trop. Et c'est énorme encore. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, je vais mettre sous la vidéo tous les liens pour les différentes ressources, dont le Centre de prévention du suicide, qui est 1866 appel. En fait, je vais le nommer aussi, mais je vais aussi le mettre sous la vidéo. Super important, qui est une ligne d'écoute. Je m'excuse, Florence, je vais juste prendre le temps de le nommer. Pour les gens qui écoutent, si jamais quelqu'un, justement, a des idées suicidaires. Puis, en fait, je spécifie toujours, même à mes clients, pas juste d'avoir le goût de passer à l'acte, d'appeler le 1866 appel, juste dès que c'est trop noir, c'est trop lourd, c'est trop difficile, on se sent isolé, on voit plus le bout, on voit plus comment s'en sortir, d'appeler un 1866 appel, de pas attendre d'avoir un plan. Dès qu'on est pris dans cette boucle-là, ils sont là pour ça. Donc, c'est une ligne d'écoute confidentielle. C'est des gens qui sont formés, qui sont là pour répondre 24/24, 7 jours sur 7 et c'est gratuit. Donc, bien important, cette ressource-là et de pas rester en silence avec toute cette grande souffrance. Absolument, c'est essentiel. Et puis, en passant, vous ne les dérangez pas si vous appelez. Hein? C'est vrai, on l'entend celle-là. Hein? Je voulais pas les déranger, c'était pas si pire. Ouais, ils sont là pour ça, ils attendent que ça, 24/24, effectivement. Tout à fait. Donc, de pas rester avec ça tout seul. Et peut-être on peut se sentir très coupable. C'est un autre symptôme de la dépression. Hein? Oui, la culpabilité. La culpabilité. Puis on sent, la personne peut se sentir un fardeau pour les autres, mais justement d'en parler, c'est vraiment important là, pour premièrement valider hein, si c'est vrai, c'est jamais vrai dans mon expérience. Puis et puis aussi pour si on a des idées comme ça très noires, de pas rester pris avec. Intéressant ce que tu dis, Florence, de demander parce que c'est vrai que souvent les gens vont dire « je suis tellement rendu lourd pour les autres, je suis rendu un fardeau pour mes proches ». Puis quand on leur demande « qui vous a dit ça, votre conjoint, les enfants ?» Non, personne. Je me sens comme ça. Donc souvent, dans la réalité, c'est pas ce qui se passe, c'est vraiment au niveau de leur pensée. Ça revient à ce que tu disais au début, que c'est vraiment au niveau des croyances, la perception de soi est complètement différente. Et je suis chanceuse, voyons, je déparle, de ne pas avoir vécu de dépression, mais j'ose imaginer de ne pas avoir de concentration, pas avoir d'énergie, de sentir cette lourdeur-là, d'être fatiguée, de se percevoir pas bien, pas bonne, plus capable de rien faire, d'être un fardeau. Ça doit être vraiment souffrant et c'est comme ça au quotidien lorsqu'on est pris dans la dépression. Oui, tu le dis très bien. Puis, en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont décrit ces états-là, soit des artistes, des écrivains ou même des scientifiques. Mais en tout cas, moi, ce que les patients me disent souvent, c'est que c'est peut-être l'expérience la plus difficile de leur vie. Mm-hmm. Des fois même, ils me disent, j'ai été malade physiquement, j'ai eu un autre problème, mais la dépression, c'était pire. Alors, c'est pas banal. Non, c'est pas banal, puis c'est quelque chose qui se voit pas. Les gens ne le voient pas. Et souvent, la personne qui le vit, c'est quelque chose qu'ils vont trouver difficile aussi de dire, je ne me reconnais pas. Ils ont peur aussi de plus être comme avant. Ils trouvent ça tellement... c'est comme si c'est insurmontable de revenir comme avant, juste d'y penser. Oui, et puis c'est vraiment un symptôme de dépression, parce qu'aussitôt que la personne va un peu mieux, c'est une des choses qui change. Effectivement. Hein? Et puis on a beau essayer, quand la dépression est très présente, on a beau essayer de raisonner ça, en fait, la personne ne le voit pas.
elle ne le sent pas. C'est ça qui peut être difficile pour les proches aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas c'est pas du tout la volonté, là, la mauvaise volonté de la personne ou un défaut de personnalité ou puis souvent la personne même qui vit la dépression va dire ben là je vais essayer plus fort, ça va finir par passer. Mais dans les faits, ça vaut la peine d'avoir un traitement parce que ça peut fonctionner, puis on peut se passer de toute cette souffrance-là qui n'ajoute rien. Oui, puis je rajoute à ce que tu viens de dire, de faire attention aussi à ce qu'on peut dire. Je vais donner un exemple, le conjoint ou la conjointe ou les enfants qui arrivent à la maison et de dire « t'as encore rien fait aujourd'hui », alors que la personne, ça prend toute son énergie juste ne pas rester dans le lit, peut-être s'habiller ou manger quelque chose, et là de se faire dire, en fait, j'essaie de me mettre à la place du proche qui ne comprend pas la dépression. C'est sûr que on arrive puis le proche ne reconnaît pas non plus la personne qui est en dépression, que tout d'un coup ne fait plus rien. Probablement c'était quelqu'un qui allait travailler, qui faisait des activités, puis là tout d'un coup reste à la maison, fait très peu de choses. Mais ces commentaires-là qui est des fausses croyances en même temps de la personne, parce que lorsque le proche arrive à la maison et dit t'as encore rien fait aujourd'hui ou tu t'es pas poussé, t'as juste à te donner, je m'excuse de dire ça comme ça, un coup de pied dans le derrière puis ça va aller. En fait, ces paroles-là, ça vient renforcer la fausse croyance de la personne qui vit la dépression, qui pense qu'elle est plus capable de rien faire, qu'elle sert plus à rien, qu'elle est un fardeau. Alors que c'est pas la réalité, c'est vraiment un symptôme de la dépression. Oui, exactement. Ça veut pas dire que, par contre, le proche doit attendre et rien faire, rien dire, hein. C'est clairement pas normal, une situation comme ça. Et puis, le rôle délicat des proches, des fois, c'est comment essayer d'amener la personne à aller chercher de l'aide professionnelle, d'aller chercher un traitement. Donc, avec quand même empathie, et beaucoup d'amour. Oui, ça en prend là pour. C'est sûr que c'est une rude épreuve pour l'entourage de voir le proche qui est complètement différent, mais justement de pas nécessairement rester silencieux avec ça. Puis peut-être qu'en connaissant un peu plus sur la dépression, on peut arriver peut-être des fois même avant le proche à reconnaître ces signes-là. Est-ce que ça pourrait être de la dépression? Peut-être aller vérifier. Oui, puis ce qu'on est en train de décrire, c'est vraiment au niveau de la dépression majeure, puisque là, la personne, on est en train de décrire quelqu'un qui a de la difficulté à faire les tâches simples du quotidien comme s'habiller, manger. Il y a des degrés de dépression comme tu nommais tout à l'heure, mais peu importe, ça reste délicat au niveau de la situation. Et c'est aussi le pourquoi je veux qu'on partage ce podcast-là pour informer les gens, parce que plus que les gens vont reconnaître rapidement qu'ils ont des signes, des symptômes, des manifestations qui glissent vers la dépression, peu importe le niveau, même si c'est une dépression juste mineure, légère, qui commence, eh bien, plus rapidement qu'on va chercher l'aide et qu'on porte les actions pouvant s'en sortir, bien, moins ça dure longtemps, plus le processus est rapide en soi, parce que c'est quand même long se remettre d'une dépression majeure, et moins qu'il y a d'impact à différents niveaux, autant pour la personne que les proches. Puis là, on parle des proches, la personne, mais il y a le travail, des fois il y a les enfants, il y a d'autres personnes impliquées aussi dans la situation, mais à la base, la personne même qui vit la dépression, plus qu'elle se rend longtemps dans la dépression et en profondeur, plus ça a des impacts et plus c'est de la souffrance en fait, là. Totalement, pour la personne et son entourage. Et on commence à penser, ça fait déjà un petit moment, là, mais que la dépression en soi a un effet toxique sur le cerveau. Alors, plus on attend, plus on reste dans cet état et plus on a eu d'épisodes de dépression et plus on est à risque d'en refaire, malheureusement, et d'en refaire qui peuvent être encore plus graves. Donc, ça vaut la peine, effectivement, d'aller chercher un traitement. Et puis traitement, ça veut pas nécessairement dire médication à tout coup, hein. Ça, c'est un peu à démystifier aussi. C'est-à-dire que dans les dépressions, on va dire plus légères, justement,
où la personne est quand même capable de fonctionner dans son quotidien, mais ressent cette perte de plaisir, ressent cette tristesse, ressent peut-être une plus grande difficulté à se projeter dans l'avenir, à avoir une bonne estime de soi, mais qui est pas dans des idées suicidaires, qui est pas dans des pensées irrationnelles. Bon, alors la psychothérapie, hein, ça peut être l'approche favorisée à ce moment-là. Aller chercher un peu c'est quoi les stress de la vie, peut-être les façons de penser qui nous ont amenés peut-être à plus à risque d'avoir une dépression, l'exercice physique aussi. Ouais. Ça pour la dépression plus légère, c'est un antidépresseur qui est qu'on a validé là, par les études. C'est prouvé scientifiquement, exactement. C'est un effet directement sur notre cerveau. En fait, il y a les sécrétions automatiquement des hormones, entre autres endorphines, sérotonine, qui sont les hormones qu'on sécrète naturellement pour le bien-être au niveau de l'humeur et qui ont un impact à l'aide de l'activité physique, tout simplement. Oui, puis l'exercice va améliorer le sommeil. Tu l'as bien nommé tout à l'heure, le sommeil est souvent un signe, l'insomnie le plus souvent, là, mais parfois l'hypersomnie, mais le plus souvent l'insomnie, ça peut être un signe de dépression, puis l'exercice peut nous aider avec ça. Puis il faut pas oublier que l'humeur triste est souvent accompagnée aussi d'anxiété. Et donc l'exercice peut être aidant aussi à ce niveau-là. Chez ceux qui ont aussi une tendance à avoir peut-être plus un rythme saisonnier dans cette dépression-là, qui peuvent avoir une dépression plus au moment de l'automne, de l'hiver, quand il y a moins de luminosité. La luminothérapie, ça c'est également un traitement efficace. Évidemment pas si l'état de dépression est très important, mais pour une dépression plus légère, ça peut certainement être le traitement principal ou un adjuvant. En fait, c'est le traitement principal du trouble affectif saisonnier, mais c'est maintenant, depuis des études récentes qui disent que ça peut même aider en complément avec le traitement antidépresseur, ça peut aider à raccourcir les épisodes de dépression, même chez les gens pour qui il n'y a pas un patron saisonnier dans leur dépression. Donc, la luminothérapie, le soleil, c'est important, on en a besoin. Oui, c'est ça. Soit le soleil, hein, l'idéal, c'est prendre une marche le matin à l'extérieur. Là, ça combine un peu l'exercice et la lumière. Ou alors c'est les lampes qui sont approuvées pour cet usage-là. C'est pas les lampes de bronzage, là. Non. non. Puis c'est facile de s'en procurer maintenant, là. C'est très accessible. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, on parlait de traitement pour la dépression légère. Oui. Il y a évidemment aussi de faire attention à l'alcool. Oui, la consommation, je trouve ça bien que tu en parles. Oui, parce que c'est vrai que dans notre société, ça peut être parfois perçu comme un outil de gestion du stress, on va dire ça comme ça, là, ou de consolation, ou bon. Enlever la pression, ou le bon verre de vin le vendredi ou le jeudi soir. C'est ça. Alors, évidemment, faut rester prudent, surtout si on a déjà des symptômes de dépression. En fait, l'alcool est un dépresseur. Et pour les gens qui en consomment de façon régulière, puis avec des quantités un petit peu plus importantes, en fait, même juste d'arrêter l'alcool peut être le meilleur moyen de sortir de leur dépression. Et évidemment, si vous êtes traité pour une dépression, ça va de soi que c'est pas recommandé de prendre de l'alcool par-dessus. C'est un peu mélanger les opposés. Oui, puis en fait, l'alcool a un impact sur la médication aussi. En fait, la médication, de prendre des antidépresseurs, tu me reprendras si je me trompe, Florence, mais si on prend de l'alcool, lorsqu'on prend des antidépresseurs, ça amplifie l'effet. Les gens vont me dire, mais voyons, j'ai l'impression que j'étais comme sous, mais j'avais juste pris 2-3 consommations. Oui, c'est vrai, parce que la plupart des médicaments
en fait métabolisé par le foie, comme l'alcool. Donc, le foie a sa capacité maximale. Donc, oui, ça peut ralentir un peu le métabolisme des médicaments, mais somme toute, il vaut quand même mieux prendre ses antidépresseurs, même si on a pris un verre. C'est pas une bonne idée de ne pas le prendre, de pas prendre d'antidépresseurs, mais c'est plus de faire attention là, à l'alcool. Puis je dirais que l'alcool a aussi un autre aspect qui peut être dangereux chez quelqu'un qui souffre de dépression, c'est que ça peut nous enlever des fois des inhibitions, entre autres pour les idées suicidaires. Alors, oui. On voit ça régulièrement comme psychiatre dans les urgences et des gens qui, ça allait pas nécessairement très bien avant de prendre un verre, mais que pendant l'épisode de consommation ont eu des idées suicidaires et sont passés à l'acte, alors que quand ils ne sont pas en état de consommation, vont nous dire je ferai jamais ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc ça vient enlever un peu les freins qu'on aurait de passer à l'acte. Donc c'est aussi un peu à faire attention. Oui. Et si tu me permets, Florence, pendant qu'on parle justement des idées suicidaires ou des tentatives, j'ai envie de défaire aussi une fausse croyance que les gens disent que s'enlever la vie ou faire une tentative de suicide, c'est de la manipulation ou de la lâcheté ou des choses comme ça. J'ai envie de spécifier que c'est plutôt que les gens sont à bout de souffrir. Il y a la souffrance. En fait, ils ne perçoivent plus de solution. C'est pas qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'ils ne voient plus de solution dans ce qu'ils ont tout tenté. Et c'est l'espoir aussi. Puis à un moment donné, l'humain, en fait, on n'est pas fait pour souffrir, l'humain. On n'aime pas ça. Notre cerveau aime pas qu'on souffre. Donc, sur le long terme, de continuer d'être pris dans cette souffrance-là sans arrêt, de ne plus voir de solution, de ne plus avoir d'espoir, c'est ce qui fait que les gens se rendent à ces pensées-là en fait, ils veulent cesser de souffrir. Souvent, ils vont dire, je veux pas que je veux mourir, je veux juste que ça l'arrête. Je sais plus comment m'en sortir. C'est plus à ce niveau-là. Donc, c'est pas une question de lâcheté. Au contraire, de dire, c'est le pourquoi je veux spécifier ça, c'est parce que parfois, juste de dire ces commentaires-là, on le sait pas si peut-être un collègue alentour de nous ou un proche a peut-être eu ces idées-là et ça rajoute ce qu'on disait tantôt, la culpabilité, l'estime de soi qui est diminuée, là, de se taper encore plus dessus et de dire, mon Dieu, je suis lâche. Ça rajoute dans tout le tourbillon, toute cette noirceur-là qui est le brouillard aussi de la dépression. Oui, et puis moi, ce que j'entends aussi régulièrement de personnes qui souffrent de la dépression, c'est que ils vont même penser que ce serait mieux pour leurs proches s'ils n'avaient pas à s'occuper d'eux ou donc cette impression de fardeau. Et puis alors que c'est tout le contraire, parce qu'on sait très bien ça, c'est très bien documenté, l'impact d'un suicide sur les proches est dévastateur. Et à long terme. Alors, ça n'est une solution pour personne, en fait. Exact. Puis comme je nomme souvent, c'est une solution irréversible pour quelque chose qui est temporaire. Puisque l'état dans lequel la personne allait, que ce soit l'état de dépression ou les idées noires, les idées suicidaires, c'est temporaire. Ça finit par passer. Mais lorsque la personne, elle est dedans, elle a l'impression que ça se terminera pas. Mais ça risque que c'est temporaire alors que s'enlever la vie, on peut pas revenir en arrière. Donc, ça aussi. Et j'ai envie d'ajouter, au niveau des facteurs de protection, en fait, c'est de parler, de sortir de l'isolement, alors que c'est le contraire lorsqu'on est en dépression ou lorsqu'on tend vers la dépression. Quand on commence notre dépression, on a tendance à s'isoler. On a tendance à mettre de côté les choses pour lesquelles on aime, qu'on a du plaisir. On va juste continuer comme un robot à faire les tâches, les obligations. Et on s'isole de plus en plus, on parle de moins en moins et surtout, on se comprend pas, mais en plus, avec toutes les fausses croyances et les jugements, les gens, souvent, ils veulent pas en parler. Donc, de s'isoler, de pas en parler, ça l'aide pas du tout à leur état, alors qu'au contraire, de parler, ça devient un facteur de protection et ça aide en fait à pouvoir s'en sortir tranquillement. Pas seulement cet élément-là, mais c'est quelque chose qui peut avoir un impact aidant aussi.
Ah oui, parce que le soutien social, le soutien perçu, hein, c'est pas une question de nombre, c'est pas 10 ou 20 personnes, c'est est-ce qu'on sent qu'on a du soutien, qu'on peut parler à quelqu'un des vraies choses, est-ce qu'on compte aux yeux de quelqu'un, est-ce qu'on a ce sentiment de connexion-là qui est protecteur, nous protège même de tomber en dépression, là. C'est un des facteurs qui peut nous aider à en sortir ou ne pas y tomber. Exact. C'est vraiment un facteur puissant. En fait, tout ce qui est relationnel, le social, l'humain est un être qui a besoin d'être en relation. On a besoin d'avoir de relations de sociabiliser. Socialiser, oui. Socialiser. Mon cerveau hésitait. Donc, on a besoin de ça. Donc, déjà, d'être en contact, en relation, pas sur le téléphone, les réseaux sociaux, je parle pas de ça. Je parle d'avoir des discussions, des interactions avec les gens, de faire de l'exercice, de bouger, de faire autre chose que juste le travail ou des tâches, de se réaliser personnellement, de sentir qu'on a de l'importance aux yeux de quelqu'un ou d'avoir des gens qui sont importants pour nous. Puis, je dis les gens, là, Florence, mais des fois, les gens, ça peut être un animal, hein? Pas juste les proches ou les enfants ou un ami. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, c'est mon chien, mon chat. Ça peut avoir un impact dans la vie des gens. Ah, c'est vrai, tout à fait. Ben, on s'attache, hein? On est des êtres on a ça, c'est inné, hein? On s'attache et on a besoin de cette réciprocité-là, de ce sentiment-là. Oui. Puis tu disais aussi bouger, parce que je reviens un peu à notre question d'exercice de tout à l'heure, mais on a tendance dans nos sociétés à diviser l'esprit, le corps, mais en fait, tout ça est une seule et même chose. Et j'irais jusqu'à dire que tout ce qui est bon, tout ce qu'on sait, là, parce qu'on a quand même été peut-être plus exposé à ça, qui est bon pour la santé cardiaque, cardiovasculaire, ben c'est bon aussi pour le cerveau. Donc, l'exercice, oui, ça vient faire, comme tu disais, ça vient stimuler les neurones dans la sécrétion de neurotransmetteurs, mais ça active la circulation sanguine et notre cerveau a besoin de cette circulation sanguine pour être en santé. Et donc, c'est un autre facteur aussi qui peut être protecteur d'avoir une bonne santé physique. À l'inverse de souffrir de maladies, ça nous met plus à risque aussi là, de souffrir de dépression. Puis j'ajouterais peut-être un autre point. Oui. Là, c'est peut-être les Asiatiques ont une longueur d'avance, mais les pratiques ou d'autres sagesses ancestrales là, ou des pratiques contemplatives. On peut parler de la méditation, mais ça peut prendre d'autres formes, d'avoir des moments où on n'est pas dans je fais, ou je suis dans la stimulation ou l'action, mais il semble que comme humain, on a besoin de ces moments-là, et avec le rythme effréné de nos vies, ça devient difficile des fois de mettre ce temps-là de côté, mais ça semble être quelque chose qui est bon pour notre santé mentale. Alors là, je parle pas de traitement de la dépression, mais je parle bien de prévention et de santé mentale. Donc, comme on prend soin de notre santé physique, ben la santé mentale, il faut aussi, c'est bien de l'entretenir avant qu'elle nous fasse défaut. J'adore, Florence, ce que tu viens de nommer. Puis, oui, on était dans les traitements de la dépression juste avant. Puis, ce que j'encourage beaucoup les gens le plus possible, c'est de consulter, qu'il y ait des doutes, peu importe. En fait, dès qu'on a des changements de comportement, qu'on se reconnaît plus, dès qu'il y a des éléments, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les éléments qu'on a nommés au début du podcast pour être en dépression, puis c'est 2 semaines consécutives, comme qu'on disait, puis que ça soit dépression, que ça soit épuisement professionnel, moi, j'encourage tout simplement les gens à consulter, à aller voir un médecin. Le médecin, c'est son... Puis toi, je suis chanceuse de t'avoir, Florence, tu es médecin psychiatre, mais pour une dépression, les gens ont pas besoin d'avoir accès à un psychiatre, ils peuvent aller voir un médecin généraliste et de consulter, en fait,
juste de se poser la question, je pense que c'est d'y répondre. Allez voir un médecin. Si je me pose la question, c'est tout ça que j'ai, je suis pas certain. Mais allez voir le médecin parce que plus vous allez rapidement, plus vous évitez, comme je disais tout à l'heure. Mais je trouve ça intéressant, là, présentement, si on va plus dans la prévention, justement, pour pas se rendre en dépression. Parce que c'est encore mieux et c'est encore plus facilitant. Et au lieu de se rendre dans des états qu'on nommait au début de l'épisode, de plutôt savourer la vie, d'être bien, de s'épanouir, c'est à l'inverse qui va arriver si on prend soin de soi. Et j'aime le point que tu as nommé qui est tellement important. Et souvent, c'est divisé pour toutes sortes de raisons, la santé mentale, la santé physique. Pour toutes sortes de raisons, c'est divisé, mais c'est tellement pas des bonnes raisons. L'humain, c'est... Oups, je viens d'accrocher le micro, mais je mets mes mains ensemble pour ceux qui font écouter le podcast et qui le voient pas sur YouTube. L'humain, c'est un tout, c'est l'ensemble. On a autant de santé physique qu'une santé mentale et les deux sont tout aussi importants. Et dans le fond, ce qu'on est en train de parler, c'est des choses simple, mais qu'on a oublié ou qu'on met de côté en étant dans les il faut que, dans les tâches, les responsabilités, la routine, les enfants, le travail, les activités des enfants, pas les activités pour soi. Combien de fois j'ai des parents qui ont un horaire hyper chargé, hyper booké, mais c'est pour les enfants, c'est des tâches, des responsabilités, puis ça vaut même pas le moment, là. Ils font juste cocher une après l'autre. Donc, juste ça, cet élément-là que tu viens de nommer, puis souvent, c'est un exercice que je vais nommer aux gens, puis c'est de faire une pause. J'appelle ça tout simplement une pause, là. De prendre un moment, là, puis un moment, là, ça peut être 2 minutes, là. Juste 2 minutes de prendre une pause, faire des grandes respirations, là, puis juste de se déposer. 2 minutes, là, ça a un impact à tous les niveaux, là. Ça aide à notre cerveau, ça aide à la concentration. Si on vivait du stress ou de l'anxiété, ben, de faire les respirations, ça apaise, ça amène plein de bienfaits et tout ça que tu viens de nommer, mais on prend même... En fait, les gens, ils vont tout de suite me dire, j'ai pas le temps, là, mais 2 minutes, c'est pas long, là, 2 minutes, 5 minutes dans une journée, là. Mais, puis là, je leur dis, faites l'expérience. Prenez pas pour acquis ce que je vous dis. Expérimentez-le, là. Faites-le, là, cette semaine. Mettez-le quand vous voulez, là, un petit 5 minutes. Puis comparez vos journées entre une journée que vous prenez une pause de 5 minutes, puis une autre journée que vous en prenez pas. Puis ça finit que les gens, ils finissent par mettre beaucoup plus de temps de pause dans leur journée parce que c'est le contraire. Autant que les gens se disent, je vais me dépêcher, je vais terminer, je vais pas prendre le temps de pause pour manger, je vais manger mon repas en faisant mes courriels, en faisant mes choses, en prenant un temps de pause, en disant, je vais finir mes tâches. C'est le contraire. On s'épuise. Alors qu'à l'inverse, de prendre des pauses, là, on prend soin de soi et on est beaucoup plus efficace après quand on se met à la tâche, là. La concentration est plus là. Et l'efficacité est optimisée de cette façon-là. Tout à fait. Puis c'est effectivement, on y prend goût. Ah oui. Puis dans cette pause-là, non seulement notre système nerveux a tendance à se calmer. Puis je vais faire une parenthèse, mais dans le fond, dans la dépression, le système nerveux et le système de stress est hyperactif. Donc d'être capable de se déposer, de diminuer un petit peu ce sentiment d'alerte, là, ça peut être très bénéfique. Puis ça peut nous permettre aussi d'être un moment où on prend le pouls de notre état aussi. Et au lieu de s'en apercevoir une fois qu'on est vraiment épuisé ou dans un sale état, si on peut dire les choses comme ça, mais de vérifier, puis peut-être d'amener des petites corrections au fur et à mesure plutôt que de tomber. Oui, en fait, ça amène un niveau de conscience aussi de notre état, de comment on se sent, parce que cette petite pause-là permet aussi de se recentrer sur soi au lieu d'être dans la tâche et de ressentir si je ressens une lourdeur, s'il y a quelque chose, je suis fatiguée, si j'ai du faim, parce que des fois, combien de personnes qui me disent, oh mon Dieu, là, j'avais mal à la tête, mais c'est parce que j'avais faim. Mais notre corps nous envoie des signaux, mais ils ont tellement pas écouté leurs signaux de faim qu'il a fallu qu'ils se rendent au mal de tête pour faire comme, oui, je dois prendre une pause pour manger. Donc, cette pause-là permet de s'écouter davantage aussi. Et j'ai envie d'ajouter l'anxiété à ça parce que de prendre des pauses, en fait, la respiration, c'est tellement un outil puissant, permet d'aider au niveau de l'anxiété. Et pourquoi je veux parler de l'anxiété?
Ben, l'anxiété, de vivre l'anxiété ponctuellement ou par moment, en fait, premièrement, c'est normal de vivre l'anxiété, c'est un signal dont on a besoin en tant qu'humain, mais de vivre l'anxiété chronique sur le long terme, ça rend des modifications au niveau de notre cerveau qui peut qui nous rend la personne en dépression. Oui, certainement. C'est un facteur de risque là de dépression, de vivre de l'anxiété chronique. En fait, il y a dans la compréhension de la cause, des causes, parce qu'on va parler au pluriel, des causes de la dépression, ce qu'on pense actuellement, c'est qu'il y a une petite partie qui est pas négligeable, mais qui est peut-être autour de 35% qui est biologique, qui est probablement d'origine génétique. Hein, on hérite de certains gènes et puis c'est notre bagage. Alors, on peut être plus enclin selon ce bagage-là à la dépression ou pas. Mais il y a tout le reste qui est ce qui nous arrive dans la vie, des choses qui sont acquises. Donc, soit le mode de vie qu'on vit maintenant, l'enfance, l'adolescence, les stresseurs qu'on a eus. Donc, ça peut être des stress, un gros stress important mais court, mais ça peut être aussi des stress chroniques. Les stress chroniques sont particulièrement à faire attention. Puis, ce que la science nous dit, c'est que les événements, on les appelle les événements adverses de l'enfance et de l'adolescence, c'est des formes de stress chroniques qui sont particulièrement délétères, qui peuvent vraiment mettre plus à risque non seulement de dépression, mais de maladies physiques, tellement ça vient changer effectivement ça vient bouleverser là, notre fonctionnement. Mm-hmm. Donc, à chaque fois qu'on peut identifier ces sources de stress-là, évidemment, ça nous donne une porte sur quoi agir, parce qu'évidemment, on peut agir là-dessus. Oui. On peut pas refaire son passé, ça c'est évident, mais on peut certainement aider à diminuer peut-être les stresseurs actuels. Bon, donc c'est sûr qu'il y en a qui sont pas nécessairement instantanés à changer, hein. On parlait du soutien, le soutien social, le soutien relationnel de proches. Pour certaines personnes qui vivent dans l'isolement, ça nécessite effectivement du travail là, pour bâtir, entretenir des relations qui sont plus positives, qui sont plus saines. Des fois, ça peut être des sentiments de perte, hein. On peut avoir eu des décès ou des pertes d'êtres chers, et puis ça va être un stresseur, donc il va falloir en tenir compte, c'est certain là, dans notre établissement. Et mais effectivement, de prendre soin de sa santé mentale à la base, ça nous aide généralement à mieux passer à travers les épreuves de la vie, parce que évidemment, il y a personne qui va avoir une vie sans aucun souci puis aucun stress. Oui, la vie est remplie d'événements qui viennent nous bousculer et en fait, j'ai envie d'ajouter aussi notre capacité d'adaptation et notre ouverture au changement, puisque tout change, hein, même les saisons changent, tout est temporaire. Quand je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est en dépression, qui a des idées suicidaires, c'est temporaire, ça finit par passer, mais tout change, hein, autant les cycles. On termine le secondaire, on s'en va au cégep, on est enfant, on devient adolescent, la relation de couple, le travail, on s'en va à la retraite. Un bébé naissant, ça change la dynamique familiale, donc tout change, tout est en mouvement. Donc, plus qu'on on est ouvert au changement, moins qu'on est dans la résistance. En fait, la résistance au changement est proportionnelle à la souffrance. Plus qu'on résiste à quelque chose qui change et plus qu'on ne veut pas quelque chose qui nous arrive, qui est imposé, plus ça augmente notre souffrance. Donc, ces petits changements-là aussi, ça peut avoir un impact. Et notre capacité d'adaptation, justement, cette ouverture-là est de s'adapter à ce qui arrive et à trouver d'autres opportunités, se trouver d'autres façons. Des fois,
Puis des fois, là, c'est juste notre perception de voir la situation sous un autre angle, puis d'essayer d'en sortir quelque chose de positif. Des fois, ça peut être juste ça au lieu de résister puis de dire j'en veux pas parce que ça, je veux pas ça, ça fait juste nous le mettre au visage, puis ça nous fait souffrir. Alors, d'essayer de le voir autrement, de se tasser, de voir ça sous notre perception et même d'en sortir du positif, eh bien, ça aussi, ça a un impact direct sur ce qu'on vit. Parce que j'ai en tête, Florence, ça me fait penser, des fois, j'ai des gens que c'est à la retraite qui vont tendre vers la dépression. Il y a des gens que c'est aussi le vieillissement qui m'arrive dans mon bureau puis qui sont comme, moi, j'étais un sportif, moi, j'étais au travail, j'avais un poste de directeur, je faisais ci, j'avais mes enfants, là, qui se retrouvent au des pertes en lien avec le vieillissement, tu sais, ils peuvent plus faire leur sport qu'ils faisaient parce que ils sont plus capables physiquement ou ils ont plus autant d'endurance ou de force ou de vitesse. Donc, l'ensemble aussi de ces changements-là qui sont normaux en tant qu'humain de vieillir peut aussi avoir un impact. Ah oui, puis c'est en fait ce que tu décris, c'est les objectifs et le focus de plusieurs types de psychothérapie qui ont été prouvées efficaces pour la dépression. Donc la thérapie cognitive comportementale, la thérapie interpersonnelle aussi qui vient justement élaborer là-dessus les changements de rôle, le sens qu'on donne à un de nos rôles justement ou fonctions dans la société. Donc c'est des choses que on n'a pas forcément besoin de passer par une psychothérapie, mais quand on a cette ouverture, cette introspection, c'est sûr que c'est très aidant. Je glisserais peut-être aussi un facteur pour déculpabiliser aussi, parce que évidemment notre façon d'interagir avec l'environnement, il y a une partie de ça qui est quand même, je reviens à la génétique, mais quand même innée. Et un des facteurs qui semble être quand même assez clairement un facteur de risque pour la dépression, c'est ce qu'on appelle le névrotisme. En fait, ça, c'est une dimension de la personnalité où on va avoir tendance à avoir des réactions émotionnelles intenses, plus intenses que d'autres personnes, aux changements ou à des stresseurs. Et ça, on n'a pas décidé ça, là. On peut observer ça déjà assez tôt dans la vie d'une personne. Mais par contre, on peut travailler avec ça, puis on peut aborder les choses, apprendre à se connaître, puis apprendre à se donner des outils ou des façons d'être capable de vivre avec ça et quand même atteindre une certaine sérénité malgré tout là, dans ce qui nous arrive. Oui. J'ai envie puisqu'on parle de traitement et que je t'ai en tant qu'experte médecin psychiatre, de démystifier, ça s'appelait avant convulsivothérapie. Oui. Parce qu'il y a beaucoup, justement, par manque de connaissances, ça fait peur beaucoup aux gens, mais c'est un traitement qui est très aidant dans certains, en fait, plus pour la dépression majeure qu'on va l'utiliser. J'ai envie d'ouvrir sur le sujet avec toi et d'en profiter pendant que tu es là pour pouvoir parler de ce traitement qui fait peur à beaucoup de gens, mais qui est très efficace. Oui, ben je te remercie de cette porte parce que c'est vrai que c'est un traitement qui a très mauvaise réputation pour des raisons peut-être historiques, mais aussi des raisons, je vous dirais, on va pas se le cacher, il y a quand même il y a des lobbies qui sont très actifs et pour pas le nommer, l'Église de Scientologie qui a des gros budgets pour faire des campagnes de désinformation sur ce traitement-là et qui a ciblé en particulier l'électroconvulsivothérapie comme et qualifie ça d'un traitement là inhumain et une torture. Alors évidemment, on n'est pas là du tout. Là. En 2025, là, le traitement n'a rien à voir avec ce qui peut avoir été imagé dans des films ou différentes plateformes. Donc, on est vraiment dans un traitement qui est
qui est un des traitements les plus efficaces, non seulement en psychiatrie, mais en médecine. C'est dans une catégorie à part. C'est un traitement, il y a très peu de traitements qu'avec quelques séances, on va passer d'un état de maladie qui peut être chronique, sévère, mortel, à un état de rémission complète. C'est incroyable. Il n'y a pas grand-chose comme ça en médecine là, qui marche autant. Donc, mais j'aimerais ça juste qu'on décrive, je m'excuse de te couper, Florence, un peu plus, c'est quoi? Parce que le terme plus utilisé aujourd'hui, c'est la sismothérapie, si je me trompe pas, si je dis bien le terme. Oui, sismothérapie est employée, mais électroconvulsivothérapie, c'est aussi un terme qu'on emploie. Parce que électroconvulsivothérapie, dans le fond, ça explique ce que c'est. C'est-à-dire que c'est avec un courant électrique, un très faible courant électrique, de quelques secondes, on va chercher à stimuler les neurones du cerveau pour qu'ils s'activent tous ensemble. Okay? Et ça provoque ce qu'on dit une convulsion. C'est une convulsion, bon, c'est l'équivalent de mettons quelqu'un qui fait de l'épilepsie, qui fait une convulsion, une crise épileptique, c'est une convulsion. Mais on va la faire de façon très contrôlée, sous anesthésie générale. Donc, la personne, c'est une très courte anesthésie générale qui dure 5 à 10 minutes. La personne est endormie, ne sent rien, c'est absolument indolore. Et donc, on lui met des électrodes pour mesurer l'activité du cerveau et il y a 2 électrodes pour aussi stimuler le cerveau à avoir cette convulsion généralisée. On ne comprend pas encore parfaitement bien comment ça agit, c'est-à-dire qu'on a mesuré plein de changements positifs suite à ces traitements-là. Est-ce qu'ils sont tous importants? On ne le sait pas, mais ça vient vraiment stimuler la neuroplasticité cérébrale, ça vient améliorer en fait, ça fait une décharge massive de neurotransmetteurs qui sont, on le pense, pas assez actifs dans la dépression. Et puis, ça vient aussi resynchroniser. Alors, peut-être, si je peux me permettre une image, là, c'est un peu comme si on a un ordinateur là, qui a plein de bugs. Puis là, on a tout essayé, là, puis on essaye de corriger ça. Et puis là, on décide qu'on fait un reset de quelques secondes. On éteint l'ordinateur et on repart. Évidemment, on n'éteint pas le cerveau, on fait tout l'inverse. On l'allume. Mais c'est un peu, la personne est donc endormie pendant 5 minutes. Et puis, quand elle se réveille, voilà, le traitement a été fait. Et puis souvent, on a des résultats en 3, 6, 8 séances. Donc, c'est extrêmement rapide quand on pense que les antidépresseurs, qui sont aussi un traitement efficace, eux vont travailler sur plus long terme. Il y a un délai pour l'action. Parce que ce que les antidépresseurs, eux, comment ils vont travailler, c'est qu'ils vont stimuler les neurones à produire plus de neurotransmetteurs, mais ça, faut attendre que la biologie fasse son effet. Donc, le processus est plus lent. C'est ça. Donc, il faut penser à 2, 4, 6 semaines là, pour avoir l'effet des antidépresseurs. Merci beaucoup, Florence, d'avoir pris le temps d'expliquer, puisque c'est vraiment quelque chose qui fait peur aux gens, mais c'est tellement efficace. Les patients que je connais qui ont eu besoin, en fait, qui ont utilisé ce traitement-là, c'est le jour puis la nuit, puis sont tellement heureux puis satisfaits par la suite de reprendre, justement, de recommencer à vivre puis de reprendre leur vie en main, en fait, là, parce que ça fait vraiment une différence, en fait. Oui, et puis de façon peut-être juste pour illustrer quand même que c'est un traitement qui est bien toléré. Même chez la personne âgée, les personnes âgées ont tendance à un peu moins bien répondre aux traitements antidépresseurs, un peu moins, à avoir souvent plus d'effets secondaires des médicaments antidépresseurs, et ils peuvent aussi se mettre dans un état de fragilité plus rapidement aussi avec la dépression.
l'électroconvulsivothérapie va être un des traitements privilégiés, particulièrement chez les personnes âgées. Mm-hmm. Mais merci beaucoup pour ces informations, Florence. Et au niveau des antidépresseurs, je tiens pas à ce qu'on élabore davantage puisqu'il y a tellement de molécules, puis chaque personne, c'est différent. Puis de toute façon, ça va être avec le médecin traitant. Puis d'autant plus, j'encourage encore plus les gens à les consulter. Puis tout ce qui est médication, traitement, c'est à discuter avec le médecin traitant. C'est lui qui va évaluer autant la personne, l'état et quel sera le meilleur des traitements possibles. Donc, c'est pas que je veux pas en parler, mais je trouve que c'est vraiment mieux d'en parler directement avec le médecin traitant et ça différencie tellement de la personne et non seulement de la personne, mais aussi de l'état, le niveau de la dépression et pas seulement ça, la personne dans sa globalité, ce qu'elle vit et ce que le médecin va évaluer. Donc, d'aller consulter et là, le traitement, puis tout ce qui est, en fait, ce que j'ai envie d'ajouter par contre, c'est de parler ouvertement. Tu sais, on parlait de briser l'isolement, de parler aux gens, mais de parler à son médecin. Dites tout à votre médecin. Puis si le médicament vous fait des effets secondaires que vous n'aimez pas, parlez-en. Si vous faites quelque chose, que vous avez des inquiétudes, vous avez peur de, peu importe la peur en lien avec le médicament, prenez-le, le médicament, mais parlez-en au médecin, posez vos questions au médecin. Il est là pour ça, pour répondre à vos questions, puis vous soutenir dans ça. Mais l'important, c'est non seulement tout dire au médecin puisqu'il va avoir toute l'information pour faire la meilleure évaluation, mais aussi de suivre la posologie. Ça, c'est super important là, avec les antidépresseurs, de vraiment suivre ce qui est prescrit par le médecin. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, puis c'est un effet qui est un peu invisible. Hein. On parlait de la dépression qui est invisible, mais son traitement aussi, c'est un peu, hein, c'est un peu mystérieux. Donc, on a l'impression, on prend ça, il se passe pas grand-chose. c'est ça, c'est un peu à retardement, mais de la même façon, c'est que même quand on va bien, s'il vous plaît, avant d'arrêter, parlez-en avec votre médecin parce que on sait que si on l'arrête trop vite, on augmente beaucoup les risques de rechute en dépression. En fait, la dépression a tendance à vouloir se répéter, malheureusement. Donc, il faut prendre les moyens, le plus de moyens possible pour ne pas, surtout pas revivre un autre épisode si on en a fait un. Et si on en a fait deux, on est encore plus à risque. Donc, vraiment d'en parler avec votre médecin avant de décider de l'arrêter, parce que on en a, comme tu disais, une grande variété. Oui. Et si c'est pas un médicament, ça peut être autre chose. On a parlé de l'électroconvulsivothérapie, mais là, de plus en plus, on a aussi la possibilité d'avoir des traitements qu'on va appeler de neuromodulation, comme la stimulation magnétique transcrânienne. Donc, on a vraiment une variété de traitements, puis c'est de choisir celui qui nous convient, puis qui a plus de chances de fonctionner pour nous. Merci, Florence. J'aimerais en fait, il y a des gens qui vont juste qu'on donne un peu une définition ou d'expliquer sans qu'on élabore sur ce sujet, l'épuisement professionnel ou le burn-out. Qu'est-ce qui différencie de la dépression? Dans le burn-out, c'est sûr qu'il y a peut-être des caractéristiques qui vont se retrouver, entre autres un sentiment un peu de cynisme par rapport à son travail, de plus voir tellement l'utilité de son rôle, d'être désengagé. Il y a vraiment un lien particulier dans l'épuisement professionnel et le travail. Et puis moi, dans mon expérience, c'est sûr que j'ai évidemment plus il y a de grandes et de longues heures de travail, plus ça met à risque, mais c'est aussi avoir un sentiment de faible contrôle sur son travail, sur sa charge de travail, et un déséquilibre entre le sentiment de responsabilité puis les moyens perçus pour faire adéquatement notre travail. Donc ça, à la longue, ça peut vraiment user, et puis ça peut donner effectivement certains symptômes qui vont ressembler à la dépression. On est moins concentré, on a moins l'énergie, on a moins l'entrain, on est désengagé. Mais habituellement, l'épuisement professionnel, quand on se retire du stresseur qui est le travail,
ça va beaucoup mieux, hein, pas nécessairement tout de suite, mais en vacances, généralement, les gens qui souffrent d'épuisement professionnel vont techniquement beaucoup mieux, alors que la dépression, ça n'ira pas mieux. Même en vacances, peut-être ça va se manifester moins clairement parce que on est moins soumis à des contraintes de se concentrer, de faire vite mais l'état ne s'améliorera pas. Ceci étant dit, c'est quand même des vases communicants, c'est-à-dire que quelqu'un qui souffre d'épuisement professionnel pendant un certain temps peut aussi développer une dépression caractérisée, ce qu'on souhaite évidemment pas. Non, effectivement. Puis que ce soit l'épuisement professionnel ou la dépression, il y a des choses à mettre en place, des changements à faire, en fait. Puisqu'on s'est rendu là, il y a des raisons pour lesquelles on s'est rendu là. Donc, c'est important aussi d'aller se questionner. Oui, prendre la médication, oui, le traitement, la psychothérapie, mais aussi de se questionner qu'est-ce qui m'a rendu là, quel changement je peux apporter dans ma vie, et aussi regarder nos signes précurseurs. Qu'est-ce que je dois faire attention? Tu sais, comme je disais tout à l'heure, un signe souvent c'est, oups, là tout d'un coup, je vais plus à ma sortie avec mes amis, ou je fais plus mon sport, ou j'écoute plus mon podcast préféré. De mettre des choses pour le plaisir de côté. Des fois, c'est un élément. Et pourquoi c'est un élément? Ben, c'est parce que on est fatigué, on en fait trop, on manque de temps, on manque d'énergie. Puis qu'est-ce qu'on met de côté en premier? C'est les choses qui nous font du bien pour le plaisir. Et souvent aussi les éléments, les activités sociales. Alors que c'est le contraire, ce sont des facteurs de protection, puis qu'on a besoin en tant qu'humain pour se sentir bien puis garder un équilibre. Et d'ailleurs, j'ai envie qu'on termine peut-être sur ces derniers éléments-là, d'aller nommer plus des facteurs de protection ou des éléments, des choses qu'on peut faire qui fait partie de prendre soin de soi. Parce que je trouve que les gens disent ça, prends soin de toi, prends soin de... Mais ça veut dire quoi concrètement, prendre soin de soi? Si on pourrait nommer des facteurs de protection, on en a nommé plusieurs durant l'épisode, mais tous des éléments qui font en sorte que c'est des facteurs de protection de pas se rendre vers la dépression. C'est pas une garantie, mais clairement, ça peut aider. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait terminer sur ça pour clore le sujet, de terminer avec des pistes positives pour justement prendre soin de soi et pas s'y rendre. Oui, et puis c'est tellement vrai ce que tu dis. On va souvent dire ça, prends soin de toi, mais concrètement... C'est quoi? Alors, on en a déjà nommé quelques-uns, mais un qu'on n'a pas nommé et qui pourtant, comme tu dis, c'est de base, hein, mais dans nos univers connectés, surstimulés, le manque de sommeil, hein, de dormir suffisamment d'heures. Alors, il semble que dans nos sociétés industrialisées, l'adulte moyen est en déficit de sommeil d'au moins 1 ou 2 heures, ce qui est assez inquiétant. Donc, bien dormir, ça fait partie de protéger sa santé mentale. On a nommé, évidemment, abondamment les relations, puis on pense à notre conjointe ou à des amis ou notre famille, mais des fois les collègues aussi, parce qu'on parlait d'épuisement professionnel tout à l'heure, mais des fois s'entraider entre collègues ou avoir ou justement l'appui ou aller chercher l'appui de notre supérieur immédiat pour un peu assouplir les choses, avoir évidemment un rythme de vie qui est équilibré. Tu le mentionnais bien, les loisirs. Oui, parce qu'un des réflexes quand on est d'ailleurs un peu dans cette déjà un début de spirale négative, c'est que on se sent moins productif, donc on va peut-être en faire plus des tâches, mais on abandonne des choses qui sont peut-être plus gratifiantes. Puis c'est pour certaines personnes, ça va prendre des formes très différentes. Hein. C'est pas forcément d'aimer le tricot, ça peut être ça, mais c'est pas nécessairement d'aimer faire un sport. Pour certaines personnes, ça peut être de faire du bénévolat. Pour d'autres personnes, c'est de pouvoir exprimer leur créativité, pas nécessairement juste dans les arts non plus. C'est avoir un sentiment que on apporte quelque chose, on est connecté avec l'environnement, on fait partie de la société, on sent qu'on contribue,
mais aussi avec ses limites. Respecter ses limites, c'est vraiment important. Oui, puis j'ai envie d'ajouter à ce que tu dis, à chaque fois qu'on parlait d'exercice physique, parce qu'on a nommé souvent l'activité physique, mais c'est pas obligé d'être un gros sport ou de jouer au hockey ou d'aller à la salle de sport, au gym. Ça peut être simplement prendre une marche. Ça peut être aussi banal que ça. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle d'activité physique, et pour briser l'isolement, justement parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude, parce qu'on l'a nommé amplement aussi que les relations, c'est important, ça aide, c'est un facteur de protection, mais il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent de solitude, même s'ils ont des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, dans la vie, ils sont tout seuls. Et ce que j'encourage à faire, c'est de justement s'inscrire à des activités, que ça soit un sport, que ça soit un loisir, d'aller essayer une activité différente, même aussi banale que le club de marche de la ville. Il y en a tout le temps. Il y a tout. En fait, je vous dirais d'aller consulter les activités de la ville, parce que comme l'été, il y a des villes qui offrent, je sais pas, je dis n'importe quoi là, mais le mercredi soir à tel endroit, ils ont un cours de danse, donc tout le monde se présente là. Peu importe l'activité, de se rendre dans un endroit, donc à la base, on prend un moment pour soi. C'est ça, prendre soin de soi aussi, un moment pour soi. On rencontre des gens, on fait une activité, il y a du plaisir à ce moment-là, puis c'est comme ça aussi qu'on peut développer des nouvelles relations, mais à la base, au moins, on n'est pas tout seul, on n'est pas isolé à la maison derrière notre cellulaire, on voit des gens, puis qui sait, peut-être qu'il y a une relation amicale qui peut se développer aussi. Commencer par jaser avec une personne dans le cours ou dans l'événement où est-ce qu'on est, demander de se rencontrer un petit peu à l'avance ou de continuer à jaser après, puis il peut y avoir des relations qui se développent de cette façon-là aussi. Oui, ça c'est bien vrai, puis il y a pas de petit début, hein, ça peut commencer tout petit puis faire boule de neige. Alors de trouver quelque chose qui fait du sens pour nous, puis qui peut être des fois aussi dans le hein, on a souvent cette pensée peut-être dans les sociétés occidentales que prendre soin de soi c'est très égoïste, mais en fait Déjà, c'est pas vrai. Quand on prend soin de soi, ça fait du bien aussi à nos proches. Mais prendre soin de soi, ça peut être aussi de prendre soin des autres. Ça nous fait du bien à nous aussi. Alors, c'est pour ça, je pense que je fais un métier privilégié. Puis, bon, ben, mon côté addictologue, je ne pourrais pas ne pas rementionner les substances quand même d'en prendre soin de soi. On a parlé d'alcool, mais même le cannabis, hein, même s'il est légal, on a quand même des évidences que une consommation régulière de cannabis chez certaines personnes, ça va augmenter les chances qu'ils souffrent d'un trouble anxieux ou de l'humeur. Donc, faire attention. Et puis les autres substances addictives aussi. Alors, prendre soin de soi, c'est aussi varier les sources de plaisir. Effectivement. Et j'ai envie d'ajouter, je t'écoute, Florence, dans de l'intergénérationnel, ça vient juste de me venir à l'esprit. Tu me diras si mon idée n'est pas bonne, mais quand tu parles de donner, de faire quelque chose pour les autres, par exemple, faire du bénévolat, aller dans une résidence de personnes âgées. Les personnes âgées qui sont toutes seules, ils attendent juste ça, ils ont tellement de choses à raconter. Aller faire du bénévolat, je sais pas de quelle façon ça fonctionne, mais dans une école, il manque de professeurs, il manque d'intervenants dans les écoles. Donc, aller donner du temps avec les enfants ou les personnes âgées, dans ce sens-là, je veux dire le mélange intergénérationnel. Donc ça, c'est tellement gratifiant aussi. Il y a tellement je crois, un partage dans ces relations à aller chercher. J'encourage aussi les gens à faire ça. Ça peut être ça. Oui, puis en plus, si on a été personnellement malade, que ce soit de dépression ou d'une maladie physique, ça peut être drôlement une bonne expérience qui peut être riche et apporter à d'autres quand on va mieux, hein. Et il y a un renversement des rôles qui fait beaucoup de bien aussi, d'être dans la position de la personne qui aide ou qui soutient et qui n'est plus nécessairement celui qui a besoin d'aide. C'est pour ça que dans notre métier, je trouve que on est privilégié parce qu'on a cette chance-là là, de pouvoir avoir ces
c'est un facteur protecteur pour nous, je dirais. Oui. Oui. De pouvoir aider d'autres. Oui. Oui, oui, c'est tellement gratifiant. Moi, ça me fait, c'est vraiment ce qui alimente tout ce que je fais, l'impact chez les gens. Ben, c'est pareil, Florence, ça fait beaucoup de bien. Je pense que c'est notre paye aussi, juste de voir l'impact dans le changement dans la vie des gens. Puis on va s'arrêter ici déjà, Florence. Je trouve tellement que ça l'a passé vite. Puis j'aurais pas envie d'arrêter, j'aurais envie de continuer l'échange. Je suis vraiment contente de ce beau moment. Ça me rappelle nos années ensemble, mais je suis vraiment heureuse que tu aies accepté de venir sur le podcast et de parler de tous ces sujets-là et de transmettre autant d'informations. Je suis certaine que ça va pouvoir aider puis inspirer les gens. Puis je vous encourage à partager le podcast pour justement aider peut-être quelqu'un qui vit présentement de la souffrance en silence, de voir qu'il y a des possibilités, qu'il y a des options, qu'il y a des choses de possibles, puis peut-être même une autre personne de se reconnaître que, oups, qui comprend pas ce qui se passe, puis se questionne, oh, peut-être que c'est ça, puis je vais aller consulter, peu importe ce que ça va apporter, juste de partager l'information, pour moi, c'est énorme. Donc, j'apprécie énormément, Florence, de ton temps et que tu sois venue partager. Ben, c'est un grand plaisir et puis je pense que tu as la conclusion parfaite, hein, c'est la dépression, ça se traite et ça vaut la peine et puis si on peut justement abattre certains tabous, certaines barrières, tant mieux. Oui, un grand merci, c'était un plaisir, Florence.